Bonjour et bienvenue à votre émission Qu'en pensez-vous? Une émission d'actualité où on va traiter de sujets. On va en parler des sujets, on va les traiter, on va les analyser, on va en discuter. Oui, bien sûr, on va parler de sujets régionaux. On va aussi aller au Québec et peut-être à l'international si on a le temps, mais ça se peut qu'on n'ait pas le temps parce qu'on a une émission assez chargée. On parle d'élections municipales, on analyse les résultats et il y a eu un vent de changement partout dans la région, même pas mal partout au Québec. Et pour suivre ce vent de changement-là, on a fait venir aujourd'hui un homme de grand talent, un personnage fabuleux, quelqu'un que j'apprécie énormément, M. Jules Simard. Bonjour, M. Simard. Bonjour. Ça va bien? Penses-tu que je vais être bon pour ressortir du studio? Là, moi, là, je vais avoir la tête trop enflée? Moi, je veux te garder en studio le plus longtemps possible. Ça va bien? Ça va toujours. On a eu une belle fin de semaine active, donc ça nous permet de jaser plus particulièrement. Neige aussi, parce que là, l'hiver s'en vient. Hein? C'est Exact. que le changement des conseils municipaux, c'est le changement de saison. Au niveau de la saison, on sait qu'on a eu pas les premières tempêtes, les tempêtettes de neige. Au moins, on a vu que c'était quoi de la neige. Hein? Les beaux flocons, c'est encore beau. Oui, puis, exact. Les peaux de lièvre, comme on dit souvent de fois, à cette période-ci, ça a été... c'était beau. Et on se prépare pour l'hiver. Oui, super. Eh bien, prêt pour te parler d'élections. J'ai beaucoup de paperasse aujourd'hui. J'ai des chiffres, j'ai des données. Je vais vous les transmettre. J'ai l'impression qu'on va les analyser ensemble. On va faire le tour qui nous intéresse. On va commencer par la préfecture. Donc, qui est le nouveau préfet de Maria-Chapdelaine. On savait qu'il y avait 4 candidats, avec un taux de participation de 43,4 pour la préfecture. On a M. Luc Simard qui a gagné avec près de 51 des suffrages. Deuxième, le préfet sortant, M. Jean-Pierre Boivin, avec un peu moins de 28 des voix. Marcel Gauthier, troisième, avec un peu moins de 15 des voix. Et M. Peter Wentold avec 7 des voix. Donc, on voit ça. Autre fait très intéressant, c'est que j'ai les informations aussi par municipalité, parce qu'on avait souvent soulevé le point qu'il y a des municipalités qui n'avaient pas d'élection. Le conseil était là, fait que les gens, est-ce qu'ils allaient sortir pour venir voter? On s'aperçoit que partout dans la MRC, donc on a 43,4 mais bon, dans certaines municipalités, on a Sainte-Jeanne d'Arc, Péribonka, Notre-Dame-de-Lorette, où c'est plus de 60 des 50 Saint-Eugène, Saint-Stanislas, Dolbeau-Mistassini, près de 50 et on a des municipalités où ça a peut-être moins voté. On pense à Albanel, 32,5 Normandin, un peu moins de 35 Saint-Edmond, moins de 30 et les territoires non organisés avec moins de 5 des voix. Autre fait souligné, c'est que dans l'ensemble des municipalités, M. Simard, qui a remporté l'investiture, n'a pas été élu seulement par Dolbeau-Mistassini, mais par pas mal l'ensemble des municipalités parce qu'il a dominé dans les votes sur l'ensemble des municipalités, à l'exception de 2, soit Péribonka, où c'est M. Boivin qui a remporté, c'est son lieu de résidence, et dans le territoire non organisé, où c'est M. Gauthier, c'est son lieu de résidence, qui a dominé les suffrages. Et là-dessus, vos commentaires, M. Simard. Qu'en pensez-vous? En ce qui regarde, au départ, je voudrais qu'on parle un peu du taux de participation. Oui. À 43, quelques %, c'est un peu plus que ce que moi, j'estimais que l'on aurait. Oui, parce que tu es venu souvent avec ça. Exactement, en me disant, bon. Par contre, je pense que le 43 il faut aussi l'expliquer par le fait qu'à Dolbeau-Mistassini, on était à 49 et que c'est là qu'on a le plus de votes qui se sont exprimés. Parce que si je regarde... Bien, c'est 11 337 électeurs sur 20 937. C'est ça. Donc, tu as 49 là, effectivement, donc de la MRC, donc, et qui explique un peu le taux de 43 Si on regarde dans les municipalités un peu plus petites et rurales où il y avait moins d'élections, on se situe dans les plus 30 Alors, à 30 c'est... oui, je pense un peu plus, moi, ce que je pensais que l'on aurait, mais on a plus le phénomène qu'on est allé voter parce qu'on avait des élections déjà aussi au municipal, tient compte et explique un peu cette question du 30 là. Je te rappellerai qu'à Dolbeau-Mistassini,
à 49 50 c'est moins par ailleurs qu'en 2013, où on avait eu en 2013 un taux de participation de 55 de l'électorat. Et ça avait permis de faire en sorte qu'il ne faut pas oublier qu'on avait des élections à tous les sièges. Oui, c'est ça, il y avait tous les sièges. Exactement. Or, on se rend compte que plus il y a de candidats ou enfin de postes électifs, effectivement, plus ton taux de participation est élevé et ça permet de faire en sorte que, à 43 au niveau de la MRC, c'est quand même relativement bon. OK? C'est même peut-être un petit peu plus que la moyenne dite provinciale au niveau du taux de participation. Alors, si je fais référence à la publicité du directeur général des élections, OK, maintenant, tu vas peut-être pouvoir patiner, mais à ligne bleue. Ouais, OK? À ligne rouge, tu patineras pas jusque-là. OK, maintenant, selon toi, qu'est-ce qui explique, un, la victoire de Luc Simard et deux, la défaite de Jean-Pierre Boivin, qui était là quand même depuis plusieurs années? Plusieurs années. Au départ, ce que j'ai eu l'occasion de parler un peu avec le nouveau préfet, Luc Simard, qui, en passant, n'a pas de lien de parenté là, avec moi, direct. Okay? Je tiens à le dire. Je tiens à le dire, non pas parce que c'est honteux, mais parce que je ne veux pas qu'on m'accuse qu'on est dans la même famille. D'ailleurs, quand je suis allé voter, une des personnes au bureau comme scrutateur m'a dit « Ah, M. Simard, je pensais que c'était vous qui se présentiez. » Elle dit « Ben ouais, je pensais que c'était vous. » Mais je ne me suis pas présenté. Bon, ceci étant dit, on revient donc à la victoire de Luc Simard, qui me disait que oui, il a fait une campagne sur le terrain et dans toutes les municipalités, ce qui explique fort probablement la donnée qui fait en sorte qu'il est majoritaire dans toutes les municipalités. Oui. Puis j'allais dire, pas rien que sur le terrain, mais dans toutes les formes de terrain, parce qu'il était très présent sur les médias sociaux. Aussi, et qui ont joué un rôle, je pense, assez important dans cette campagne-là. D'autre part, je pense qu'au niveau de M. Boivin, il est parti un peu tard, sa campagne. Je pensais que c'était peut-être ça allait être plus facile. Plus facile. Donc, il a tablé sur ses 8 années comme préfet. Je pense que tout le monde reconnaît qu'effectivement, il a fait un travail honnête, très honnête, et il a su amener. Donc, il tablait là-dessus. Il s'est dit, bon, ben j'ai peut-être moins besoin d'être présent, je vais jouer low profile, je vais marcher sur... Alors ça lui a peut-être joué un tour parce que dans les dernières semaines, il s'est bien rendu compte qu'il y avait peut-être du rattrapage là, à faire là-dessus, ce qui explique... Et il y a un autre phénomène aussi qui joue, OK, et on peut le voir, on va le voir dans l'ensemble des autres municipalités. Le vent de changement. Le vent des jeunes. Ben oui, mais les jeunes. Ça fait du bien de changer de paradigme politique, de génération. Je rappelle ce que je disais à la soirée des élections. Tu sais, les bébés boomers, j'en connais un ou deux, moi. Ben, bébé. Je suis en plein dedans, comme on dit. Les bébés boomers, on n'est plus majoritaire quand vient le temps de voter. Hein? Au niveau de la population, actuellement, c'est l'ensemble des générations qui nous suivent, qui sont maintenant majoritaires. Et j'ai-tu hâte à dire que ce sont des jeunes qui sont là. Et on a eu de la présence de jeunes. Tu sais, des baby boomers, on en a peu eu qui ont été... Il y en a qui ont été élus, là, mais on a beaucoup de jeunes qui ont été élus. Et je pense que ce phénomène-là a aussi joué dans la campagne électorale au niveau de la préfecture. Ouais. Alors, ce qui explique, et il ne faut pas oublier qu'à 50 hein, qu'il y a eu 51 Luc Simard, il est allé chercher la moitié des votes qui se sont exprimés. Or, la moitié des votes qui se sont exprimés, il y avait 4 candidats. Oui, il a fallu qu'ils se battent là, pour pouvoir l'avoir. Il a convaincu les gens clairement. C'est ça, oui, exactement. Et je pense que ce sont les phénomènes qui sont aussi entrés en ligne de compte. C'est sûr que son programme joue, mais là-dessus, on a eu véritablement, et ça, je pense que c'est à l'échelle du Québec, on a eu un vote qui a favorisé et des candidatures féminines, sauf peut-être Adolphe-Mistassini, mais et des jeunes. Et on a le phénomène aussi qui s'est répété ici. En tout cas, oui, non, mais c'est vrai, vent de changement. Puis je suis d'accord. Puis à un moment donné,
on change de paradigme. On a un changement de paradigme au niveau de la politique, mais partout au Québec, je pense. Exact. Puis, pas partout, mais en tout cas, ça s'est senti de Montréal à Maria-Chapdelaine. Honnêtement, là, si j'étais un vieux parti, là, Ouais. j'aurais peu. Ouais, on en parlait tantôt des partis. Donc, ça pour la préfecture. Passons maintenant à la ville de Dolbeau-Mistassini. On avait 3 postes à combler. Pour les autres, on va juste aller sur la mairie, mais pour Dolbeau-Mistassini, comme c'est notre fief, on va parler aussi des candidats. Taux de participation, 48,9 %, donc presque 49 à la mairie. Pascal Cloutier, ancien conseiller municipal, devient maire de Dolbeau-Mistassini avec 46 % des voix. Claire Néron, ancienne conseillère municipale, finit 2e avec presque 35 % des voix. Et Mme Françoise Bergeron ferme la marche avec près de 20 % des voix. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, au siège numéro 5, M. Stéphane Gagnon a remporté avec près de 66 % des voix devant M. Danny Veilleux. Et au siège numéro 6, Mme Guylaine Martel a remporté avec près de 70 % devant M. Roch Soucy. Ton analyse là-dessus, M. Simard? En ce qui regarde l'élection, il ne faut pas oublier, je pensais que ça serait plus serré que ça. OK, personnellement, je pensais que... parce qu'on avait 3 candidats et candidates qui étaient donc de l'ancienne équipe, qui avaient leur base. OK, c'était très important. Et d'après ce qu'on peut voir, la base de M. Cloutier était un peu plus significative que les deux autres. Entre autres, d'autres conseillers municipaux qui se sont clairement affichés. Là. Oui. On pense à M. Rousseau qui s'est clairement affiché. Exact. Alors, donc, ça, c'est le premier phénomène qui explique la victoire de M. Cloutier. Ce dernier nous a aussi rappelé qu'il a été, comme tout le monde, tout le monde a été sur le terrain. Il a fait du porte-à-porte, peut-être moins que les 2 autres candidates, dont je sais qu'ils ont fait beaucoup de porte-à-porte, les 2 autres candidates. Comme il n'y a pas eu non plus là, de gros débats publics entre les 3 candidats, donc ça s'est véritablement joué sur le terrain, sur la connaissance que l'on avait des candidats. Et même si Pascal Cloutier n'a plus 20 ans, il est quand même encore considéré à 40 quelques années dans les jeunes. Oui. OK? Or, là aussi, ce phénomène-là est entré en ligne de compte de la jeunesse à ce conseil-là. Il ne faut pas oublier qu'au niveau du conseil de Dolbeau-Mistassini, OK, sauf peut-être M. Rémi Rousseau, qui est plus de ma génération que les gens, et Mme Martel, qui a été élue. Il ne faut pas oublier qu'elle a été élue. Et elle aussi, elle est peut-être un petit peu... À part les autres, là, c'est en bas de 40 ans. Oui, Marie-Ève Fontaine, Pierre-Olivier Lucier, en bas de 40 ans, Patrice Bouchard, en bas de 40 ans, M. Rousseau, Stéphane Gagnon, un peu plus que 40 ans. Oui, mais dans la quarantaine. Et puis Mme Martel. Donc, un conseil intéressant, jeune, mais avec une dose d'expérience. Et j'aurais le goût de te dire que, je sais que on va dire tu radotes, là, mais on a un conseil tourné vers l'avenir. Pourquoi? Parce qu'on a des jeunes, avec des jeunes idées, avec des visions de ce que devra être Dolbeau-Mistassini, qui s'oriente vers la nouvelle génération. Et c'est ça qui est important de voir. C'est qu'on est important de voir qu'à Dolbeau-Mistassini, on a actuellement une relève, tant au niveau du monde des affaires qu'au niveau du monde des politiques, comme on peut le voir, et une relève des plus articulées. Parce que j'ai eu l'occasion, le dimanche soir, lors de la soirée des élections, de discuter avec 2 ou 3 de ces jeunes conseillers-là. Et je vais te dire une affaire, pour un journaliste, c'est agréable de poser des questions à quelqu'un qui est aussi articulé et qui peut nous amener, je ne te dis pas que les autres personnes n'étaient pas articulées, là, mais entre autres, qui ont des fois, on visions pense que et des comme façons. ils ont moins d'expérience, ils ont, dossiers, exactement, mais au contraire, exactement. Alors, c'est un peu ça, moi, que je vois. Là aussi, les gens ont dit, donc, on a des jeunes, on va voter pour des jeunes aussi. Super, c'est intéressant. Bien hâte de voir
qu'est-ce que ce conseil municipal va faire. Parce que là, on est encore dans la lune de miel, mais après ça, le travail commence. Ah ouais, Il y a ouais. un budget à présenter Exact. très bientôt. Exact. Parfait. Donc ça, c'est réglé. On va s'en aller maintenant à Sainte-Jeanne-d'Arc, où on était au round 2 ou 3 entre ces deux candidats, je ne me rappelle plus, mais ils se sont déjà affrontés. Mais les résultats ont changé. C'est Mme Denise Lamontagne qui remporte la mairie avec 55 % des voix face à M. Pilote, qui était maire lors du dernier mandat à 45 % des voix, avec un taux de participation de 61 % dans la population. Donc, on sent que les gens ont pris ça au sérieux. Oui, et tu sais, dans les petites municipalités, les votes se font aussi souvent de fois par la connaissance qu'on a des candidats. Oui, les idées sont importantes, mais la connaissance que l'on a des candidats. Or, chacun de ces candidats-là a encore une fois une base et d'amis et de parents qui font en sorte que si tu les amènes à aller voter, oui, tu vas avoir un taux de participation élevé. Et non seulement tu vas avoir un taux de participation élevé, mais tes chances de gagner sont, si ta famille ou tes amis sont plus élevés que l'autre. Donc ça entre en ligne de compte. À 55 % de vote pour Mme Lamontagne, je pense qu'elle a effectivement travaillé le terrain assez fort. Parce qu'en 2013, elle avait perdu. Je ne me souviens pas du taux de participation ni du taux que M. Pilote avait eu, mais je sais pour avoir discuté avec elle après l'élection en 2013, on sentait que, bon, elle avait peut-être un peu manqué sur les gens qui l'appuyaient puis qui n'étaient pas allés voter. Je pense que ce coup-là, elle n'a pas manqué son coup, comme on dit. Bon, on va hâte de voir aussi, changement de gestion. Il va y avoir aussi à la préfecture, on en parlait tantôt, il y a beaucoup de maires sortants qui reviennent, qui ont été réélus par acclamation. En fait, mais il va y avoir quand même du 109 avec 1 à la préfecture, 2 à la mairie de Beaumissessigny, à la mairie de Sainte-Jeanne-d'Arc. Exact. Et Mme Lamontagne devient une deuxième femme assiégée au conseil de la MRC. C'est génial. Il y en avait juste une. Oui, Mme Dalbanel, Mme Chiasson. Mais il faut se rappeler qu'avant les dernières élections, donc, il y avait... était à 32 Oui, non, c'est avant qu'il y avait Mme Savard. Exact. OK, on va changer de MRC. On va s'en aller à Saint-Félicien, où là, on peut parler de changement, on ne peut pas parler de vente jeunesse, parce que M. Gibbons n'est pas non plus, pas 40 ans. Là. Sa fille a 40 ans. Parce que je la connais, que je sais ça. Donc, M. Luc Gibbons remporte un taux de participation de 57,1 %. Intéressant. Oui. Et M. Gibbons, écoutez, remporte avec 66 % des voix, face à M. Potvin avec un 28 %, M. Yvon-Gay avec 6 %. Donc là, clairement, là, un changement de garde. Changement de garde, même si M. Gibbons était dans le conseil municipal depuis 24 ans, là, je pense que monsieur... Je pense que c'était peut-être un vote de contestation, M. Potvin aussi. Il y avait quand même de la contestation citoyenne. Oui, il commençait à en avoir assez sérieusement, mais je pense surtout que c'était peut-être une élection de trop pour M. Potvin. Il aurait pu se retirer, comme on dit, et d'ailleurs, il y avait songé de se retirer en pleine gloire, entre guillemets, élu. Bon, il s'est représenté. Lui aussi, fort probablement, s'est fié un peu à, naturellement, sa renommée, ce qu'il a fait. L'élément de la contestation que tu soulignais tout à l'heure a fort probablement aussi joué. Mais par contre, tu sais, les éléments de contestation qui avaient joué un peu contre lui jouaient aussi contre le Conseil, parce que le Conseil avait donné son appui sur ces éléments-là. Oui, mais tu portes moins le fardeau que quand tu es maire. Exact, que quand tu es maire, parce que là, M. Gibbons l'a remporté. Oui, je pense que c'est vraiment un vote, une élection de changement de garde que les citoyens de Saint-Félicien se sont donnés. Oui, donc bonne chance à M. Gibbons. On va s'en aller maintenant à Roberval, où là aussi, il y a eu un changement de garde avec 48,8 % comme taux de participation. Similaire ici à Dolbeau-Mistassini. Oui, c'est la victoire de M. Sabin-Côté avec 55 % des voix face à M. Guy Larouche à 45 %. Bon, là, il y a eu beaucoup de contestations contre le maire sortant. Exact. Ça, je pense que
c'est un peu pour ça. C'est ça. Je pense qu'il y a une élection aussi où ça a été une élection aussi où on s'est dit faudrait peut-être que l'on essaie d'avoir une meilleure harmonie à la table du Conseil. Et on ne pensait pas, je pense, les électeurs ne pensaient pas que M. Larouche pouvait être cette personne-là pour amener l'harmonie, de par sa personnalité. C'est son style de gestion. Et on a voté pour M. Sabin-Côté qui est lui aussi relativement jeune, oui. OK, et qui représente aussi cette nouvelle façon ou cette façon d'amener de la gestion municipale avec des idées qui sont, entre guillemets, plus appropriées peut-être au niveau de l'électorat maintenant qu'elle constitue la majorité des autres générations que les baby boomers. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, Saguenay. Saguenay, c'était comme... écoute, je pense qu'on pourrait faire un film sur cette campagne électorale-là, avec tous les rebondissements entre autres dans la dernière semaine, M. Blackburn qui demande à M. Gobeil de le rallier. On a la démission de Luc Boivin comme conseiller 2 jours avant l'élection, ce que je considère un peu comme un manque de respect, mais bon, là, rendu là, ça m'appartient. Donc là, changement de garde, on le savait, mais on ne pensait peut-être pas que ça allait être comme ça. 55,7 % des voix. José Néron remporte avec près de 50 % des suffrages. Donc, ça n'a pas été aussi serré que les sondeurs. Le sondeur l'avait souligné. Ouais. Monsieur Jean-Pierre Blackburn, 27 % des voix. Arthur Gobeil, 17 % Dominique Gagnon, qui représentait le Parti des citoyens, l'ancien parti du maire Jean Tremblay, 6 % des voix. À noter que, pas rien du changement, je pense qu'on a aussi montré un peu un pied de nez aux partis politiques. Je m'explique parce que là, sur 15 candidats, il reste seulement qu'un conseiller du Parti des citoyens, qui d'ailleurs est en réflexion de savoir s'il va rester comme Parti des citoyens. On a 3 seulement de l'ARD qui ont été élus et le reste sont des conseillers indépendants. Donc, je pense que c'est un message aussi au niveau des conseillers, au niveau du système de parti. Et une victoire de Mme Néron, une mairesse, une femme, donc... la première à Saguenay. La première à Saguenay. Au niveau des conseillers, on peut noter le retour là, de M. Marc Peterson, Simon-Olivier Côté qui gardent leur poste, Michel Tremblay aussi, qui était du Parti des citoyens, qui est encore là. C'est ça. Pour les autres, on a eu des changements. Donc, on a Brigitte Bergeron, Marc Bouchard, Michel Potvin de l'équipe du Renouveau démocratique, Jonathan Tremblay, Dominique Corneau. Jonathan Tremblay. On a Julie Dufault qui est de retour. En tout cas, on a quand même du changement, des gens qui reviennent, mais surtout des indépendants. Nouveau conseil de ville, nouvelle dynamique. C'est intéressant, ça? Oui, ça va certainement être pour Saguenay une nouvelle page dans la gestion de la municipalité. Mais dis-moi si je me trompe, mais tu sais, après 20 ans d'un mandat fort, d'une personnalité forte, je pense que c'est un coup de balai. Oui, quand on passe. Et je pense que c'est un élément intéressant. Jusqu'à quel point les gens se disent en politique municipale, la question des partis a une influence ou pas. Je pense que quand les gens sont venus pour voter, ils ont regardé les individus qui se présentaient. Puis il ne faut jamais oublier que sur le vote, en tout cas, je le sais que je radote, mais sur le vote municipal, la question des personnalités, des gens qui se présentent a une importance plus grande que le parti. Et on en a la démonstration avec ce vote-là. Les gens ont dit, écoute, donc c'est cette personne-là qui nous apparaît la meilleure. Et le fait qu'elle soit, entre guillemets, indépendante des partis, ça ne veut pas dire qu'elle est indépendante de l'administration de la municipalité, hein? C'est ça. Mais qu'elle va avoir un jugement plus élargi lorsque viendra le temps de prendre une décision parce qu'elle n'est pas prise avec une ligne de parti qui fait en sorte qu'une ligne de parti... Oui, puis Mme Néron avait l'air de vouloir beaucoup ramener le débat à l'Hôtel de Ville, ce qui était plutôt difficile sous l'ère Jean Tremblay. Et avec un parti politique, c'est plus difficile avec un élément de parti politique. Alors, si elle veut ramener
les débats à la table du Conseil et si elle veut ramener une expression plus grande des représentants des citoyens à la table du Conseil, c'est pas les lignes de parti qui le favorisent, mais peut-être qu'elle va avoir la chance de pouvoir le faire parce qu'elle va avoir beaucoup d'indépendants et d'indépendantes sur le Conseil. Ouais. Autre chose, en tout cas, moi qui me chatouille, c'est le cas de Promotion Saguenay, qui 2 jours avant les élections a décidé de faire des changements dans ses statuts et règlements, d'élire un nouveau directeur général. Un nouveau président. Un nouveau président, de garder Ghislain Harvey, le grand conseiller, Manitou, pour rester respectueux de tout ça à l'intérieur de l'organisme, qui est un organisme municipal qui est payé et fonctionne avec de l'argent municipal, mais qui n'a pas l'air de vouloir être tributaire ni de transparence, ni d'imputabilité. C'est étrange et je pense que ça faisait pas plaisir aux candidats. Et là, j'ai hâte de voir ce qui va se passer parce que ça va brasser. Là, ça a fait l'objet de débats lors de la campagne électorale. L'avenir et le rôle de Promotion Saguenay. Et fort probablement que dans les premières décisions ou les premiers éléments de discussion qui va s'amener à la table du Conseil, c'est un peu l'avenir, la vision, parce que je ne pense pas que Promotion Saguenay ne sera plus dans le décor. Elle va l'être encore. C'est un outil extraordinaire, mais sa direction et sa gestion. Exactement. Ça va être. Maintenant, il y a un élément au niveau de la transparence où il faut. Puis là, je fais abstraction de qui était là. Mais des organismes de cette nature, que sont les organismes comme les anciens commissariats industriels, ce qu'on appelle les CLD dans le temps, et ce genre d'organisation-là, la transparence va jusqu'au point où on y travaille. Mais les dossiers sur lesquels on travaille, tu comprends? Il faut faire attention à cela. C'est-à-dire que tu ne peux pas, dans ce genre de dossiers-là, aller trop sur la place publique parce que tu vends la mèche sur des projets de développement qui peuvent être là. Alors, ça, là-dessus, je pense qu'il faut faire attention, donc, sur les dossiers quotidiens qui sont à être en discussion, mais sur, par ailleurs, qui fait quoi et de quelle façon ça se fait. OK, ça, je pense que c'est des millions de dollars qui vont à Promotion Saguenay qui ne sont pas imputables. On n'a pas à savoir comment gérer notre argent. Je veux dire, comment on entend de fois de dire c'est mes taxes, c'est moi qui paye, on peut-tu avoir un droit de regard? Et là, non, c'est comme, là, je ne veux pas utiliser le mot mafieux, là, mais on dirait que c'est plus ça. Ah oui, ça, non, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je te dis que sur la façon dont se fait le travail, ce sur quoi... Non pas le projet direct, mais ce sur quoi on travaille. Quand on parle de Promotion Saguenay, ou c'est la même affaire pour fort probablement, on sait qu'il y a un candidat ici qui veut faire remettre un commissariat industriel pour Dolbeau. Une fois que tu as eu créé ça, oui, dans le quotidien, le projet concret, fort probablement qu'on ne le verra pas tout de suite. Mais la façon dont il le fait, la façon dont il fait ses approches. Je te ramènerai sur un point en particulier. À un moment donné, on sait qu'au niveau de la MRC, on a embauché un lobbyiste pour permettre de faire avancer des dossiers. OK? Ah, ça, je suis pas d'accord. OK? Ouais, mais tu comprends, je te dis pas qu'il n'y a pas eu de résultats reliés à ça. Je ne sais pas. Où, les résultats? On les voit moins, là. C'est ça. Là-dessus. Maintenant, tu comprends que si le rôle d'un commissariat industriel, c'est de faire du lobbyisme. Ça, par exemple, oui, c'est correct, mais je sais qu'il fait une forme de lobbyisme, OK? Et qu'il le fait au nom et pour la population qui se doit de desservir. Il doit faire de la reddition de comptes aussi. Exactement là-dessus. Oui. Tu comprends ça, là? Par exemple, oui, j'ai eu tant de rencontres avec tant de promoteurs. Correct, parfait, ça, je veux le savoir. Parce que celle-là, c'est mon argent. Mais là, l'objet exact du débat que tu as amené, je comprends très bien qu'il puisse y avoir le fait qu'on ne le fait. Mais le fait que tu aies rencontré ou que tu aies fait... Tu sais, si tu décides de dire « je veux rencontrer l'ensemble de tous les intervenants du monde touristique afin de faire en sorte qu'on ait une seule image pour Dolbeau-Mistassini », bon, bien, je veux savoir que tu travailles sur ce genre de choses-là, mais je ne veux pas... Tu n'as pas à me divulguer. Je comprends très bien l'ensemble de toute l'argumentation qui est reliée à ça. On est mais d'accord. on veut avoir... C'est plus sur
la non Et fort probablement, je pense que ça l'a fait l'objet à Saguenay, là, dans les débats et chez les candidats, ça l'a fait l'objet de dire, oui, on a plus qu'une réflexion à faire, il y a un ensemble de mesures qui devront être prises pour amener une On a reddition. semblé vouloir, à 2 jours avant les élections, je trouve que c'est un très grand manque de respect pour Ah, la ça, administration. Ça, c'est dégueulasse. Oui. Et ça donne vraiment l'impression qu'on a quelque chose à cacher. Exact. Je Oui. m'excuse, là. Oui. Puis je dis pas qu'il y a quelque chose à cacher, mais si vous l'avez pas, ben écoute, Oui. montez oui, pas de blanche. oui. Ah, non, moi je trouve ça complètement dégueulasse. C'est pas correct. Non, cette vraiment pas. C'est clair. Dernier point parlant des élections, je veux dire bravo, place aux femmes. On passe de 28 à 34 de femmes, autant comme maire que comme conseiller à l'intérieur de la région. Donc, c'est un bond de 6 c'est quand même génial, non? Oui. D'ailleurs, je reviens encore à la soirée électorale de dimanche soir. Même au niveau de la MRC, ici, on a vu beaucoup de femmes au niveau conseiller. Et on a vu une de maire, là, tout à l'heure on le disait, mais on a vu qu'il y avait aussi plus de femmes. Il y a même des conseils où la parité existe chez les conseillers actuellement dans la MRC. Chapeau. Oui. Chapeau à nous, Oui. parce qu'on se le donne tous. Ça nous permet d'avoir les visions réelles de la société à la table du conseil. Ouais. Et Bon. une dernière Oui, réflexion. vas-y. Je maintiens que la sagesse, parce que j'ai toujours pensé et je le maintiens, que les électeurs ont une sagesse qui s'exprime et lors d'une élection. Et cette sagesse-là, ça a été de dire on fait confiance aux jeunes qui sont chez nous. Et ça, pour moi, c'est orienté vers l'avenir. C'est orienté vers l'avenir. Oh oui, on aura des critiques. Oui, on dira, bon, telle affaire, on le voit, hein? C'est un manque d'expérience qui les amène. Probablement qu'il va en avoir de ce genre. Mais s'il ne se fait rien, là, ça va être grave. Oui, Moi, ce que j'ai peur, pas peur, pardon, ce que je pense, c'est qu'il va se faire des choses. Est-ce que ça va être toutes des choses nécessaires? Est-ce que ça va être tout? Il va se faire des choses. Parce qu'on a l'énergie et le dynamisme maintenant. Ça va changer la manière de faire les choses aussi. Puis peut-être. Ça, c'est sain, on est rendu en 2017, on n'a plus à gérer comme en 2010. Mais non, mais c'est ça, ça va Et même au milieu de. Je dis 2010, en 1910, en 1960. Tu sais, on n'a pas cette même. Je me souviens qu'au début des années 70, où là, les baby boomers ont commencé à voter et à commencer à vouloir prendre leur place, on a eu là aussi là, des idées, des principes et des façons de faire qui se sont amenées. Peut-être qu'avec le temps, ça s'est moins assagi ou plus assagi. On a voulu avoir plus de stabilité ou des choses comme ça, mais on a eu aussi, au début des années 70, on sentait ces mouvements-là. Ouais. Je te rappelle juste 1976, novembre. Ben oui. Hein? Les vents de changement. Parlant de vents de changement, nouvelle triste, je trouve. Fermeture du marché Wahlberg, 6 mois à peu près après son ouverture. Je ne veux pas être méchant, là, mais là, je reconnais un peu Dolbeau-Mistassini, où on se targue souvent, on n'a pas ci, on n'a pas ça, mais quand on l'a, on ne l'utilise pas. Je veux dire, si on veut garder nos services, il faut les utiliser. Mon Dieu Seigneur. Je pense que... Moi, ma réflexion, c'est ça. Moi, là, j'habite dans un village. Je suis à Saint-Gédéon. Peut-être que ça me coûterait moins cher d'aller faire mon épicerie à Alma, mais je suis content d'avoir mon épicerie de village. Ah oui. Je vais faire mon épicerie au village. Ouais. C'est ça aussi, l'achat local. C'est pas juste d'en parler, c'est de le faire. Il y a peut-être l'élément de la taille du commerce. On a voulu, au départ, je me souviens, là, lors de la conférence de presse du lancement, on a voulu faire avec Marché Wahlberg une vitrine pour des produits locaux et régionaux. Mm-hmm. C'est sûr que des produits locaux et régionaux, au mois d'avril, t'en as peu. Au mois de mai, t'en as encore un peu moins. Au mois de juin, ça commence un peu. Donc, peut-être que quand on parlait, il a fallu meubler les produits, les étagères, entre les moments où les produits frais, donc, qui sont produits ici, deviennent sur la table. Et on est allé dans le marché, donc,
aussi, donc, de l'épicerie, pas juste de l'épicerie fine, de l'épicerie. Or, là, il y a quand même, on a quand même une desserte relativement bonne à Dolbeau-Mistassini de produits d'épicerie. Alors là, on entre en concurrence et on se trouve à vouloir un peu aller chercher la clientèle des autres. Alors, ça, je pense que ça l'a joué. Est-ce que ça n'aurait pas été... Puis peut-être qu'à cet endroit-là, c'était impensable de le faire, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu dire, on ne fait qu'un marché de produits frais quand la saison arrive et permettre à l'ensemble de tous les kiosques à la ferme d'avoir une place à Dolbeau-Mistassini et de pouvoir vendre dans les étals. Comme il y a à beaucoup d'endroits dans la région. Exact. Donc ça aurait peut-être pu... Mais là, à cet endroit-là, probablement que le locateur de l'espace, j'ai dit, bon, ben écoute, ou tu loues pour un an, ou tu loues pour 2-3 mois, je ne suis pas intéressé. Là. Ouais. Alors ça, ce phénomène-là a peut-être joué. On a voulu essayer de l'amener. Et là, on avance. Oui, c'est ça. Mais on a voulu amener aussi, tu sais, je ne me souviens pas du nom, ce que la coopérative met de l'avant, Coop de Deux-Rives met de l'avant sur les dîners préparés. Oui, les lunchs. Bon, c'est ça. Et la petite restauration qu'ils ont mis en haut. Ça l'aurait peut-être pu prendre et puis pogner, mais il y a le temps. Tu sais, au début, là, tu ne peux pas demander à tout le monde d'avoir l'idée de se rendre là, alors qu'on se rend aussi ailleurs, là, dans le coin. On était, je pense que ce sont tous des facteurs qui ont fait en sorte. Peut-être que, sauf que le temps aurait pu permettre d'avoir une forme d'achalandage peut-être plus régulière, mais seul le temps pouvait le faire. Et à un moment donné, qu'on le veuille ou non, des entreprises comme la Coop de Deux-Rives ne peut se permettre de supporter peut-être des pertes de façon continue, peut-être un peu trop longtemps. Alors, je pense que c'est un peu... Mais sauf que je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est quand même dommage que ce que l'on voulait faire avec Place du Marché... c'était des produits sains, il y avait des produits sains, il y avait des affaires, mais on va aller chercher des en tout cas. C'est correct, c'est dit. Hey, as-tu remarqué que j'ai un trombone sur ma chemise? Ben oui, c'est ça que je te disais avant, malheureusement, pas au début, avant l'émission. Je sais ce que tu fais avec ça. Mais écoutez, une nouvelle campagne de sensibilisation pour dire qu'on supporte les gens victimes d'agressions sexuelles ou de harcèlement sexuel. Je tiens à dire que je les supporte. C'est ça. Nouvelle campagne, c'est simple. Je porte un trombone. Vous savez maintenant pourquoi je l'ai. Vous vous posiez la question depuis le début de l'émission. Vous êtes au courant d'une campagne qui a été mise de l'avant, entre autres, là, avec l'organisation des Calax, etc. Donc, je vais vous dire que je suis avec vous de tout cœur. Ce pas des situations faciles à vivre. Et puis, on le voit, il y en a plus qu'on pense. Et là, il y en a qui dénoncent, mais il y en a encore plein qui ne sont pas dénoncés. Il faut changer ce modèle-là, homme-femme, plus d'éducation auprès des jeunes garçons aussi. Je pense qu'il y a des changements à apporter. Je prenais, tu as dû prendre aussi un reportage sur, aux États-Unis, la façon dont était organisé. Ben oui, écoute. Hey, ça n'a pas de bon sens, il y en a beaucoup même de ça. Des espions. Il y en a qui sont plus que malades. C'est du dégueulasse. Non, c'est parce qu'on ne trouve plus de mots. Mais non. On ne trouve plus de mots pour exprimer. Et pour ça, j'essaie de me protéger d'être dégueulasse. Exact. Tu comprends? Ah non. Oui, je suis parfaitement d'accord. Donc, démission de Denis Lemieux comme député fédéral de Chicoutimi-Le-Fjord. Après avoir passé 2 ans à ne pas le voir, ben on le verra plus. Non, mais c'est vrai, Denis Lemieux, là, sur la place, c'est pas un gars... Je le connais pas, je ne veux pas y manquer de respect. Mais tu sais, je veux dire, quand est-ce qu'on l'entendait en entrevue? Quand est-ce qu'on l'entendait? Je veux dire, Karine Trudel est dans l'opposition, on l'entend aux 2 semaines minimum. Lui, on le voyait très peu. Et là, il a décidé de quitter. Je ne sais pas s'il n'aimait pas ça. Il a dit raison familiale, c'est peut-être un peu galvaudé, là, mais on l'entend souvent. Mais c'est peut-être ça aussi. Oui, c'est peut-être vrai. Parce que qui quitte de cette façon-là. Ben, moi, ce que j'ai pu voir aussi de Denis Lemieux, c'était quand même un gars qui travaillait... qui travaillait beaucoup ses dossiers de la région et plus particulièrement, naturellement, du secteur de Saguenay, où il travaillait beaucoup à Ottawa et même aussi dans le comté, parce qu'on me disait que c'était quand même quelqu'un qui était très accessible et qu'on pouvait être en mesure de pouvoir les faire. Les demandes d'entrevue quand les médias ils demandent de parler ou ça? Maintenant,
Ça fait partie de la job du député, là, d'être en communication et de communiquer les choses avec sa population. Oui. Par contre, sur quoi? Ça m'amène à te dire... Les gens ont des inquiétudes. Le bois, l'aléna, le pot, je veux dire, il y en a plein. Là, les gens ont besoin que leurs députés leur parlent, non? Oui, mais attends, fort probablement que ça là-dessus, il n'avait peut-être pas le verbe pour lui permettre de pouvoir le faire. Peut-être qu'il aimait moins ça, je ne sais pas. Mais c'est quand même, ça a été une onde de choc. Moi, dans mon esprit, je me dis, ça veut donc dire que dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, notre nouveau député, Richard Hébert, vient de prendre... du galon. Plus que du galon. Là. Il vient de devenir le seul porte-parole actuellement. Je suis qu'il va y avoir une campagne électorale qui va changer. La deuxième des élections, ça va être quand? Pour un an? Ils vont pas tout à fait. Ouais. Moi, ça me fait l'impression qu'il va aller assez rapidement pour déclencher les élections, les partielles. Parce que ça lui permettait d'avoir dans le comté actuellement, dans la région, pardon, 2 députés. Tandis que, Richard revient avec, plus particulièrement, beaucoup plus de force, là, au moment où on se parle, on va lui donner. Et est-ce que, on se souviendra, on a certainement lu ce que Richard a déclaré au lendemain de son élection. Je serai le porte-parole des gens de la région à Ottawa et non pas le porte-parole d'Ottawa dans la région. Alors c'est ça. Ouais. Ça va permettre, ça va lui permettre. Il y a même les coups des franges pour le faire. Il est actuellement le seul représentant. Bon. On va voir qu'est-ce qu'il va se passer. On parlait d'élection, je voulais aussi noter première mairesse à Montréal en 375 ans d'histoire, Valérie Plante, qui, mon Dieu, wow, une campagne positive, un sourire contagieux face encore à une vieille garde. Tu sais, Denis Coderre, il a fait juste un mandat comme maire, mais il est en politique fédérale depuis. Oh oui. Il était là à l'époque du scandale des commandites. Tu sais, c'est quand même drôle, hein? Ce changement-là qu'on a pu constater tant dans la MRC que dans les municipalités ici qu'à l'échelle du Québec, en fait, ce changement-là, il est réel. Puis moi, là, il me fait poser l'interrogation suivante. Qu'est-ce qui va se passer aux élections provinciales sur ce vent de changement? Et là, les gens, ce qu'ils veulent voir, là, c'est du changement. On est tanné des discours vides de sens ou encore sans conséquence. Ou sans conséquence. Ce que l'on veut voir, c'est quelqu'un qui a un dynamisme, qui a une forme de leadership, qui a un aura qui permet de pouvoir les suivre et de dire, ouais, on est... Hey, tu sais, ça tourne même pas de... Elle était première journée comme maire de Montréal, même si elle n'est pas encore assermentée. Elle s'en va à l'hôtel de ville à pied, elle rencontre tout le monde, serre la main de tout le monde. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais ça que tu me dises, c'est quoi, là, tu penses qu'on devrait travailler aujourd'hui comme toi, la citoyenne ou le citoyen? Ça, là, tu n'as pas que ça fait un mot, t'as dit bout de temps qu'on n'a pas vu, puis qu'on n'a pas entendu. Et puis ça, c'est nécessaire, je pense. C'est une nouvelle façon de faire. Alors moi, si j'étais Parti québécois et Parti libéral pour les prochaines élections provinciales, je t'avoue que je me questionnerais. Et malheureusement, ou heureusement, la CAQ, elle peut se dire, c'est pas si tant pire. Hein? Ils en veulent tellement du changement, là, actuellement, l'électorat. Moi, j'ai jamais été au pouvoir. Fait que mettez-moi au pouvoir. Ça, là, ça va être à analyser. En tout cas, peut-être que vous allez nous anticiper. Si on fait compte de nos émissions, ça va dans les mois qui viennent ou dans les mois qui viennent. Ça va peut-être être un sujet qu'on va revenir avec assez souvent. Puis ça m'amène à la réflexion suivante. 2 choses. Premièrement, est-ce que toute cette vague-là de changement puis de rapport de proximité avec le citoyen n'aurait pas été amenée avec l'élection de Justin Trudeau? Parce qu'il y avait ça aussi, aller voir le citoyen, l'histoire des selfies, etc. Mais c'est en 2 points parce que tu as la lune de miel, mais on voit maintenant qu'il faut rendre des résultats. Puis pour M. Trudeau, c'est pas aussi facile qu'il peut être. Mais ça serait. Oui, c'est ça. Mais ça serait jamais facile. Non, ça serait. C'est comme je disais tout à l'heure. Oui, on est chanceux. On a dans la MRC des conseils jeunes, féminins, avec parité dans certains, puis ces choses-là. Alors, oui. Mais il y a du travail à faire. Là, il va y avoir,
qu'on le veuille ou non, là, soit des erreurs ou soit des façons dont que les gens... Ça fait partie, ça, de la vie. Mais l'approche qui se fait à l'endroit des électeurs et des citoyens, c'est une approche que, oui, voilà peut-être la façon aussi d'aller accrocher ceux qui ne voulaient même plus rien savoir de la politique. Tu sais, moi, la politique, je suis tellement tanné de voir le monde chicane. Le problème, c'est qu'on voyait les mêmes qui chicanaient, puis on voyait tout le temps de la chicane. Ouais. Et là, on a quelqu'un qui dit, « Hey, oui, ben, M. Coder, elle l'a même dit dans sa campagne électorale, il a fait de bonnes choses. Ouais. Il y en a quelques-uns, par exemple, qui n'ont pas été jusque-là, puis moi, je voudrais qu'on y aille jusque-là. Hein? Tu dis à quelqu'un, là, tu dis à ton électorat, il parle comme il faut à ton électorat. Ben, tu fais appel à son intelligence. Bien, là, l'affaire est là. Puis, il y a un autre paradoxe que je voulais soulever. Dans la vie en général, les études nous montrent que les gens sont en général réfractaires au changement. Ouais, mais en difficile. politique, regarde le nombre de slogans électoraux qui disent « Je suis le changement », le vrai changement, le nouveau changement, changement 0.02. Tu écoutes, là, tout le monde disait le mot changement à brûle. Oui, d'ailleurs, on en avait parlé. Oui, c'est ça. Fait que, il y a comme un paradoxe. C'est étrange. On veut le changement, mais en même temps, quand les gens vont changer des affaires, on ne voudra pas qu'ils changent des choses. Ça se peut-tu, ça? Oui, je pense que oui. Ou enfin, on veut jusqu'à quel point le changement n'est pas personnifié. Hey, toi qui es en sciences politiques, là, tu vas pouvoir faire analyser ça pour tes étudiants. Il faut qu'ils analysent ça, là, OK? Jusqu'à quel point la personnalité en politique a un rôle le plus fort, peut-être plus fort même des fois que l'idée. Je sais que moi, j'haïs ça quand on me dit « Hey, il y a une telle, là, ça a tout, ben pas de bon sens. Ouais, elle est incompétente, ça m'a... » Je t'ai carré, là, ce genre de choses-là. Par contre, même si je ne suis pas la compétence même, j'ai la volonté de faire avancer des choses. Et c'est peut-être là-dessus de plus en plus que les gens regardent. Il me semble qu'elle a la volonté de faire plus, d'aller plus loin, ou d'aider. Puis ça, c'est là-dedans qu'il faut qu'on y aille. Ben, moi, je pense que c'est cette personne-là que je vais appuyer. Et c'est fort probablement un des points dans l'électorat qu'il va falloir regarder un petit peu plus quand on fera nos analyses d'élections plus particulièrement. D'ailleurs, ça va être assez intéressant de voir, je vais peut-être m'amuser maintenant que j'ai du temps, à prendre les élections par pot pour voir de quelle façon on peut articuler ce genre d'hypothèse. Non, il y a beaucoup d'analyses à faire, c'est vraiment, vraiment intéressant. La célèbre loi sur la neutralité religieuse, on se rappelle, on est 10 ans après Bouchard-Taylor, déjà contestée en cours, on n'avait même pas commencé à l'appliquer. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? C'était clair que ça allait être contesté en cours. Oui, bien là, tout le monde l'amenait là-dessus. De toute façon, au Canada anglais, on en avait déjà parlé, même le gouvernement fédéral n'était pas très, très chaud à l'idée, on s'est fait traiter de, bon, peu importe. Pourquoi on la conteste? C'est parce que je pense... au départ, je pense que le Parti libéral n'a pas donné, le gouvernement libéral n'a pas actuellement donné réponse satisfaisante à l'ensemble de la population sur cette problématique. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est jusqu'à quel point la problématique de la liberté de religion est un problème social au Québec. Entendons-nous, je fais bien attention à mes mots là-dessus. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de commentaires négatifs à l'endroit soit des musulmans, soit des hindous, ce genre de choses-là, et même dans les catholiques. Je ne dis pas qu'il n'y a pas dans la population des sentiments ou des commentaires qui ne sont pas corrects. Il y a même des actions, comme l'action qui a été menée à Québec avec les fusils, il y a même des actions qui vont loin. Est-ce qu'on veut contrer ce genre d'action-là? Je ne pense pas que ça puisse être avec une loi de cette nature-là. D'autre part, dans Bouchard-Taylor, on avait donné des pistes de solutions sur la question. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, non pas de reprendre le débat, mais d'en procéder à une analyse moderne, c'est-à-dire actuelle, si je peux m'exprimer ainsi,
du débat là-dessus pour voir qu'est-ce qui pourrait être fait. Parce qu'actuellement, il me semble que le gouvernement libéral n'a pas amené la réponse à la solution, au problème, n'a pas amené la réponse au problème avec cette loi-là. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle est actuellement contestée. De plus, le chef du Parti québécois avait, au lendemain de l'adoption de la loi, écrit à tue-tête qu'il faut absolument que nous, on va faire une loi. On va faire mieux. On va faire mieux, là. Puis tout de suite, dès qu'on va être élu, tu as vu, il s'est même fait rabrouer par son propre caucus. Là, déjà, il a dit, là, je suis peut-être allé fort, j'ai eu trop d'enthousiasme. Exact. Donc, fort probablement, que tu comprends, là, actuellement, peu importe qui parle, c'est pour ça que je faisais attention tout à l'heure à mes propos, qui parle dans ce débat-là, on dirait qu'il met de l'huile sur le feu, peu importe de la façon dont tu le parles. Alors, il y a fort probablement une forme de problématique sociale reliée à cela. Jusqu'à quel point... Moi, je ne pense pas qu'elle est aussi grave que l'on pense, mais il y a à y regarder qu'est-ce qu'on peut. Moi, je pense que pour aider le vivre ensemble, il faudrait peut-être laisser les gens vivre ensemble. Oui. Ouais. Non, mais déjà, on n'en aura pas. Puis des extrémistes, il y en aura partout. Il va toujours en avoir. Des gens méchants puis des gens idiots, il y en aura tout le temps. Maintenant, on peut aussi faire confiance à l'humanité. Je pense que la majorité des gens sont gentils et respectueux. Je sais pas. Il y a un an, on a élu aux États-Unis un président. Donald Trump, jusqu'à quel point il a trompé, on ne sait pas, là, mais Donald Trump qui avait des discours directs, catégoriques, sur un ensemble de questions. À la limite raciste. Après un an, il a encore toujours ce discours-là, mais peu d'actions ont été menées, sauf des actions effectivement discriminatoires. Regarde toute la question des Haïtiens, là, il n'y a pas eu de geste direct, mais ce genre de choses-là, c'est pour ça que je le ramène, parce que tous ces débats-là, et y compris même les élections que nous venons de vivre au niveau des élections municipales, pour une fois, l'électorat a dit « Hey, je suis tanné de ce genre de discours-là où est-ce qu'il faut avoir la main en l'air, puis le poing en l'air, puis pour dénoncer des affaires, mais avec pas d'action qui va nous amener à le faire démonter. » Et les élections municipales, c'est un peu un revers à la Trump aux États-Unis. Je pense que ça entre aussi en ligne de compte, parce que qu'on le veuille ou non, là, on est toujours intéressé à savoir ce qui passe sur notre grand frère à côté, au sud. Oui. Et quand notre grand frère est aussi émotif dans ses décisions que nous avons là, on se dit, bon, ben peut-être quand ça serait le fun si on avait au moins quelqu'un qui nous dit c'est le même que je voudrais aller. Mais moi, je le rencontrer, là, j'aimerais lui dire que s'il mettait autant de temps s'il prenait tout le temps qu'il prend à se défendre sur Twitter, là, puis à allumer des feux, à être sur le terrain, puis à faire des choses, puis à convaincre le Congrès de passer... Parce que là, en ce moment, là, en un an, il ne s'est pas passé grand-chose. Non, il n'y a pas... Là, on a besoin... Puis là, il y a des promesses, il y a des affaires, puis là, c'est battu en cause, c'est battu à la Chambre des représentants, c'est battu aussi. Là, écoute... Même dans son propre parti. Ouais, c'est ça. En tout cas, je ne souhaite pas de malheur, là, mais je pense qu'il devrait un peu faire une relecture de... Mais tu comprends que tout ça... Moi, je pense que tout ça entre dans la ligne de compte en ce qui regarde, entre autres, la loi sur la neutralité religieuse, où on a voulu mettre des actions pour le mieux vivre. Comme on dit, il ne semble pas que ces actions-là plaisent à la population autant que ce qu'on aurait voulu le faire. Et non seulement plaisent, mais répondent à l'ensemble de toutes les interrogations. Et ce que moi, je pense, c'est qu'on ne les sait pas, toutes ces interrogations-là. On ne voit pas. Parce que si on avait les interrogations de la population là-dessus, s'ils étaient réels dans le sens où ils sont problématiques, on aurait
des éléments de solution beaucoup plus concrets à apporter que ça. Ben, il faudrait ramener le principe de subsidiarité puis de réaliser que les gens qui ont les problèmes, c'est eux qui sont souvent les meilleurs pour trouver la solution. Mais pour ça, il faut décentraliser, il faut donner le pouvoir. Exact. Il faut leur donner et la parole et les actions qu'ils ont à amener. Oui, il faut leur donner. Et puis, encourager il faut les l'action. rendre. Ben oui. Il faut, de l'autre côté, là, tu sais, veut dire, quand tu élis quelqu'un, tu l'élis pour te représenter. Le jour où, et je reprends peut-être un peu le discours de Richard là-dessus en disant, le jour où tu dis, écoute, moi, là, c'est moi que tu m'as élu. Moi, je pense que c'est comme ça que tu penses. Non. Non. Si tu m'as élu, OK, c'est que tu m'as élu pour que j'aille dire que toi, tu penses de même. Et au niveau de l'instance décisionnelle, tu dis, mes concitoyens me disent que c'est comme ça qu'il faut que tu penses. C'est ça qu'on voudrait. Tu comprends? Ça exige, de la part du politicien, oui, des rencontres plus que régulières avec les électeurs pendant les 4 ans où tu l'as élu, OK? Et non seulement ça des rencontres plus que régulières, mais des tables de discussion, puis d'amener les idées qui sont là pour pouvoir les transmettre aux décideurs publics. Peut-être qu'on a oublié aussi cet aspect-là, hein, de l'élu. Ouais. Peut-être qu'on l'a oublié. Puis c'est très exigeant, je le sais, mais c'est là-dessus qu'il va peut-être vouloir aussi travailler. C'est intéressant tout ça. Hey, merci, M. Simard. On met fin à cette heure d'actualité. C'est toujours palpitant. On vous remercie d'avoir été des nôtres et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Entre-temps, passez une belle semaine. Hey! Qu'est-ce que vous faites là? Oh, on vient pour une activité d'éveil à la lecture. Ah oui, il y en a de plus en plus. Ben oui, ça les prépare pour l'école. Et puis ton gars, ils vont ajouter des intervenants pour les enfants à besoins particuliers au primaire. Ça va aider. Les 60 minutes d'activité physique par jour, ça va leur faire du bien. Mais même dans le bulletin. La réussite des jeunes, au cœur du plan économique du Québec.